Aujourd'hui, on constate l'essor d'initiatives nationales pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. Toutefois, on observe un manque de référentiels communs et de matières de données environnementales. Alors que le numérique implique une pluralité d'acteurs, dont beaucoup sont internationaux, la question est la suivante. Comment favoriser des initiatives plus globales, européennes, pour faire face aux défis que représente l'empreinte environnementale du numérique? Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir des représentants d'associations d'envergure européenne pour ce regard croisé. Thomas, vous êtes directeur de Free ICT Europe. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'action et des objectifs que poursuit votre association en matière de lutte contre l'obsolescence? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien donc entre votre action? Oui, bonjour Elena et bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez très bien. Je suis pas sur, je suis pas sur mute. Euh, et merci Axel Greff pour l'invitation à cet atelier et de cet regard croisé. Je suis très heureux d'être ici avec vous, mais en fait triste que je suis pas à Paris. Je m'appelle Thomas O'Leary, je suis le président de Free ICT, comme Elena m'a expliqué. Je vais tout de suite présenter un peu de Free ICT, comme vous m'avez demandé, mais aussi je suis le fondateur et président d'Origina, une organisation de tierce maintenance de logiciels applicatifs de IBM et HCL. C'était intéressant, je pense, cette colloque sobriété numérique avec la présence de Patrick Chaise tout à l'heure, un vrai leader en Europe et en France à réduire l'empreinte environnementale du numérique. Et je veux présenter le travail que nous faisons à Free ICT et mettre dans la dimension de travail de SIGREF aussi, les mesures de l'empreinte environnementale du numérique et l'obsolescence logicielle et matérielle. Et je vais vous donner une perspective européenne pour un numérique plus responsable et faire face aux défis que représente l'empreinte environnementale du numérique. Donc, Free ICT, nos actions, notre objectif, on a plusieurs, mais je vous donne un peu d'histoire de Free ICT. C'est créé de 2014 dans les Pays-Bas. Je ne suis pas des Pays-Bas, je suis irlandais, mais je suis là-bas souvent et même à Bruxelles, où Olivier est là. Nous sommes une organisation non lucrative et représentative des acteurs de l'industrie. Ça, c'est les acteurs de tierce maintenance logiciel et de data center et les acteurs de l'industrie de deuxième marché, marché deuxième main en fait. Et plus récemment, les entreprises utilisatrices, par exemple, l'organisation de CIO à Belge, le même à Suède et par exemple, le Digital SME Alliance, ça, c'est les exemples qu'on a. On a un travail avec eux tout souvent et nous représentons la liberté de choisir. OK? La question, par exemple, combien de temps vous pouvez conserver vos actifs numériques? Qui peut le réparer? C'est quoi la question d'arrêter l'obsolescence programmée? Et tous les règlements, réglementation européens, on veut assurer que des règles qui existent ici en Europe, c'est les règles de jeu équitables. On va assurer le right to repair. Vous êtes au courant, j'imagine, de right to repair, mais ce right to repair pour le matériel numérique et le logiciel entreprise. On fait plusieurs choses. On fait le lobbying, on fait les études et les recherches. On travaille avec les
les membres du Parlement européen et avec la Commission européenne pour informer et conseiller leur Commission et le MEPs sur la législation. Et souvent, on a beaucoup de partenaires en Europe et on fait les alliances partout. Et en fait, on veut arrêter les pratiques anti-compétitives qui existent dans le marché. Et ça, c'est par exemple les pénalités qui sont appliquées sur le deuxième marché, les restrictions souvent qui existent sur le logiciel et les fixes de logiciel. Les bus de transfert pour transférer, les restrictions de transférer qui existent et la limitation d'accès de pièces de recharge. Ça, c'est juste quelques exemples. Et tous les impacts de ces restrictions, c'est sur l'environnement et sur le choix. Merci beaucoup Thomas. Et justement, vous évoquez ces perspectives européennes. J'en viens maintenant à Olivier. J'aimerais vous demander comment votre association s'inscrit-elle dans une perspective européenne? Alors, on essaye de travailler de façon à la fois globale et locale. Globale, évidemment, par l'étroite collaboration avec l'INR France et l'INR Suisse, qui existe depuis janvier 2021 maintenant, avec le travail avec les multinationales, puisqu'on a pas mal de multinationales et d'institutions basées à Bruxelles, mais aussi localement par l'ancrage, nos membres, pour nous adapter aux spécificités belges. Il faut savoir qu'on a 3 régions, 2 communautés, 40% de francophones seulement, 60% de néerlandophones. Les institutions, très souvent, c'est en anglais. Et donc, on se retrouve à avoir cette complexité différente, ce qui nécessite vraiment d'avoir cette adaptation à la fois globale et locale. Idem en Suisse, l'Institut suisse a été fondé par un groupe de bénévoles, aussi avec cette même approche globale et locale. Ce qu'on voit, c'est qu'on travaille avec nos gouvernements locaux, de même qu'avec, par exemple, la Commission européenne, le Parlement européen, dont parlait Thomas. L'idée que nous avons d'un point de vue perspective européenne et internationale, c'est vraiment de monter une association internationale des INR plutôt que de garder des structures partiellement séparées pour l'instant, pour pouvoir porter des standards communs, des valeurs communes et s'aimer dans d'autres pays aussi. Évidemment, ce serait formidable si on pouvait bénéficier de financements européens pour le faire, mais actuellement, on est obligé de le faire sur base de bénévolat et de financements propres que nous pouvons trouver auprès de nos membres, comme on l'a fait pour lancer les 3 INR existants. Donc, je profite de ce soir pour lancer un appel, puisque je me doute que la majorité des participants sont basés en France. Non seulement vous pouvez nous aider en rejoignant l'INR, mais aussi en encourageant vos filiales, vos partenaires, etc., en Belgique et en Suisse à nous rejoindre. Et grâce à ça, nous espérons avoir de plus en plus de poids au niveau européen, justement, dans les discussions avec les différents gouvernements politiques, etc. Merci. Thomas, est-ce que je peux vous demander de nous en dire davantage sur votre lien avec les institutions européennes et les fournisseurs que vous évoquiez précédemment, s'il vous plaît? Oui, merci Elena. Ouais, on a en fait notre influence, c'est réel et c'est partout en Europe depuis 2014. La première chose que vous devez expliquer, c'est peut-être vous êtes au courant de la directive de Eco-Design. C'est en fait la première fois qu'une loi existe qui doit introduire obligeant les fournisseurs à fournir des correctifs de sécurité. Ça, c'est la première fois du monde. Il y avait une chose comme ça. Et ça, c'est une des restrictions les plus courantes qui existent dans le marché. Et pour l'instant, c'est seulement pour les servers et storage. Ça, c'est seulement pour ça dans le niveau numérique. Mais ensuite, on espère que ça sera pour les systèmes de networking dans le data center aussi. Ça, c'est une grande chose. Ça, c'est très intéressant.
La deuxième chose que c'est vous êtes au courant, j'imagine, tout le monde en France, David Courmont de 2020, il a réussi de faire les actions d'économique circulaire, mais il y avait ensuite une 2020, cette année, 2021, et c'était un MEP, Jan Hutma de Pays-Bas. Il a poussé dans le Parlement européen le plan d'action pour l'économie circulaire de 2021. Donc, nous, on a travaillé avec le comité. On a réussi d'avoir 7 de notre points demandés inclus dans le papier final qui a été passé par le Parlement européen à la Commission. Et c'est intéressant que on a vu déjà que le Right to Repair est partout sur le Working Programme de 2022 pour la Commission. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un succès. Et les autres choses, on travaille souvent et on parle souvent de sujets de logiciels, de obsolescence, de problèmes de choix, de règles. Il y a des choses qui j'imagine, le DSA, le DMA, on a parlé déjà un petit peu, et le Sustainable Product Initiative. Et il y a un grand pacte vert pour l'Europe qui existe. Donc, nous souvent vers la recherche d'impact logiciel. Et en fait, aussi, on a écrit un papier, un software paper de 2021 pour expliquer le problème de logiciel et le propriété intellectuelle qui existe pour logiciel. Je vais vous expliquer plus tôt. On a aussi travaillé sur le comité de standardisation pour le numérique, le Multi-Stakeholder Platform. On travaille avec, vous avez demandé, on travaille avec le représentant de l'European Commission. On travaille avec les instituts européens comme ECOS, EEB, Right to Repair Europe. Mais aussi, on travaille aussi avec les fournisseurs. Okay, avec IBM, Microsoft, HP, SAP, ils sont tous là, Oracle. Aussi, on travaille dans un projet de SEDACI, ça c'est à savoir l'impact environnemental du data center, de durability de serveur, et nous soutenons le rapport de CIGREF et le rapport sur l'obsolescence logicielle et matérielle. Donc, j'espère qu'on a l'influence au niveau européen et on travaille avec tout le monde là-bas. Merci Thomas. Nous n'avons pas fini encore avec vous deux parce que je crois qu'Elena a encore quelques questions à vous poser. Je vais vous demander, puisque le temps tourne très vite, d'apporter des réponses courtes aux questions d'Elena. Je vous en remercie par avance. Oui, tout à fait. Alors, les questions qui restent, en fait, ce sont les questions de la fin de la conclusion. Je voudrais vous demander, dans une perspective plus européenne, quelles sont les avancées qui, pour vous, vont dans le sens d'une prise en compte de l'impact environnemental et quelle vision vous avez donc pour l'avenir? Si vous voulez commencer, Olivier. Oui, mais donc pour moi, clairement, la France est en pointe sur les questions, elle fait monter les problématiques à l'agenda européen, que ce soit d'un point de vue législatif, RSE, etc. Mon analyse est qu'il y a vraiment un retard dans les autres pays. Au niveau européen, Thomas en a parlé, il y a quand même de nombreux travaux en cours depuis déjà de nombreux mois, mais mon impression est qu'au niveau européen, l'accent est beaucoup plus mis sur l'IT for Green, un espoir d'une partiellement faux probablement de dématérialisation, et on ne tient pas assez compte des impacts environnementaux du numérique, en particulier concernant le déploiement de nouvelles technologies auprès des particuliers comme la 5G, l'Internet des objets. Et je crois qu'il serait bon de trouver un meilleur équilibre, et des associations comme l'INR portent ce message avec conviction. Merci beaucoup. Thomas, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet? Oui, c'est le message clé qu'on a, que le logiciel est la clé. C'est une opportunité pour un nouveau marché européen.
Comme nous le soutenons dans notre software papier, si on ouvre la propriété intellectuelle, on change les règles seulement pour propriété intellectuelle technique, on va arrêter l'obsolescence logicielle. Et cela conduira à la création d'organismes tierces que peuvent prendre le relais, permettre un nouveau marché. Et ça nous donne une protection de droit. La protection du droit d'auteur n'est pas conforme à l'utilisation réelle et il faut revoir. Donc, j'ai quelques exemples, mais j'imagine qu'on n'a pas de temps de vous expliquer, mais je peux faire plus à l'heure. Mais pour moi, l'impact environnemental est clair. Les nouvelles versions nécessitant de spécifications de matériel accroyées, les nouvelles versions de logiciels nécessitant des échanges. Où vont les anciens systèmes? Décharger, le poubelle, c'est ça. Bravo. Eh bien, merci beaucoup, Olivier et Thomas, pour vos interventions. Je vous remercie très vivement. Je remercie Elena d'avoir conduit cet entretien.